Salut à tous, nouvel épisode et cette fois-ci exit les petites opérations obscures puisqu'on va aborder un sujet bien plus connu dans les esprits, la bataille de Stalingrad. Mais pour commencer, comme d'habitude, replaçons-nous dans le contexte. Souvenez-vous, le 23 août 1939, alors que l'Europe est sur le point de basculer dans la guerre, Allemands et Soviétiques signent un pacte de non-agression dans lequel ils promettent de ne pas s'agresser, comme son nom l'indique, leur permettant à chacun de continuer de mener leurs petites invasions chacun de leur côté sans que l'autre s'en mêle. Seulement 2 ans plus tard, le 22 juin 1941, les Allemands, qui sont des hommes de parole, décident d'attaquer les Soviétiques et de rompre ainsi leurs promesses. Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Plus de 3 millions d'hommes et 3000 chars allemands s'avancent alors en territoire ennemi sur un front de plus de 1500 km de long. À la fin de l'année 1941, les Allemands approchent de Moscou, mais la météo extrême, les pertes militaires et les défaillances dans les voies de ravitaillement les pénalisent énormément. Il manque en effet d'équipements chauds, de matériel, de carburant, et de plus, malgré les hordes de soviétiques capturés, ces derniers ne cessent de recevoir des renforts, ce qui achève le moral des Allemands. Au printemps 1942, le front est stable et les Allemands sont toujours à plus de 200 km de Moscou. Seulement le temps tourne, Staline espère des alliés qu'ils ouvrent rapidement un front à l'ouest afin de soulager ses défenses. Pour Hitler, c'est évidemment l'inverse, il veut absolument s'imposer à l'est avant que les alliés n'ouvrent un autre front à l'ouest. C'est dans ce contexte qu'à l'été 1942, les Allemands décident de reprendre leur marche en avant et de faire plier l'ennemi communiste. Pour cela, ils ordonnent à leur détachement au sud de continuer sa route vers le Caucase afin de s'emparer des abondants champs pétroliers et priver ainsi les soviétiques de leur ravitaillement de carburant. C'est là qu'intervient l'enjeu de la ville de Stalingrad. Stalingrad. Cette ville porte le nom du patron. C'est pas une ville, c'est un symbole. Stalingrad, c'est un point absolument majeur. C'est un carrefour ferroviaire, c'est un carrefour fluvial, et de ce fait, sa capture est indispensable pour pouvoir avoir la maîtrise du Caucase, et pour protéger ensuite ce dernier par le nord. Mais capturer Stalingrad, ça permet aussi d'affaiblir Moscou, toujours menacé bien que le front à cet endroit soit relativement stable. Enfin, Stalingrad, c'est une ville industriellement très forte, et qui représente donc un énorme intérêt pour quiconque la détient. C'est au vu de tous ces paramètres et de tous ces enjeux que débute la bataille de Stalingrad. La bataille commence. Alors déjà, on va couper court à l'idée que la bataille de Stalingrad, c'est juste une bataille dans une ville lambda. C'est faux. Stalingrad, c'est immense. Déjà, rien que la Volga, le fleuve qui l'allonge, le fait sur plus de 60 km. C'est 60 km de rives sur lesquelles on trouve différents quartiers de la ville, notamment industriels. Ça vous donne une idée de l'étendue de la cité. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que la bataille de Stalingrad, c'est pas juste des combats dans la ville. Non, là on parle d'un véritable champ de bataille qui s'étend à environ 100 km à la ronde autour d'elle. Très important d'avoir conscience de ça, la bataille de Stalingrad, c'est la ville plus les alentours. Ensuite, dans la procédure, comment ça se passe? Eh bien, les Allemands effectuent un double déploiement, par le centre en direction de Stalingrad, mais aussi par le sud en direction du Caucase, que les Allemands appellent le plan bleu. Or, vers Stalingrad, l'avancée allemande est plus rapide que prévu. Ça se passe bien. Du coup, Hitler privilégie le ravitaillement plutôt pour les troupes se rendant dans le Caucase, qui est une grosse erreur. Car du coup, au centre, les soviétiques ont le temps de s'organiser. Ils envoient même une grosse contre-attaque blindée qui, bien que gérée par les Allemands, leur fait beaucoup de mal. Pendant ce temps, Staline a interdit aux civils de quitter la ville et du coup, ces derniers participent à l'élaboration des défenses de la ville, tant qu'ils en ont le temps. La résistance soviétique devient plus féroce et l'avancée allemande ralentit nettement. Ils sont même obligés de rappeler une partie des troupes du Caucase pour venir les aider. Le 23 août 1942, appuyés par un immense raid aérien qui bombarde intensément la ville, les Allemands emmenés par Friedrich Paulus atteignent le nord de Stalingrad. Au sud, par contre, leur offensive est stoppée. Durant les 2 semaines qui suivent, les Allemands continuent leur bombardement massif. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. En parallèle, les soviétiques, qui ont fait sauter tous les ponts de la ville, installent sur la rive est une grande ceinture d'artillerie afin de pouvoir pilonner les lignes ennemies. C'est par cet unique endroit que peuvent arriver les renforts soviétiques, forcés ensuite de traverser en bateau la Volga afin de rejoindre les combats dans la ville. Cependant, l'espace aérien est dominé par l'armée de l'air allemande et les soviétiques privilégient alors la suite des transports plutôt la nuit. La ville n'est plus qu'un champ de ruines, mais les soviétiques ne sont pas démoralisés. Ils y voient au contraire la possibilité d'harceler l'ennemi davantage en se cachant et en tendant de nombreuses embuscades.
Les soviétiques jettent d'ailleurs désespérément toutes leurs forces, puisque parfois des civils se joignent au combat, parfois même des femmes. On trouve des milices ouvrières formées au combat à peine quelques jours avant, et on trouve également des chars à peine sortis des usines, parfois même incomplets du coup. Malgré cette résistance acharnée, fin septembre, 90% de la ville est capturée, et il ne reste alors plus que des poches soviétiques. La propagande allemande en profite et s'empresse de parler du succès de Stalingrad. Et il s'empresse même un peu trop. Car militairement, la ville, elle n'est pas totalement conquise. Du coup, pour pas passer pour des cons, notamment aux yeux de la population allemande, il devient encore plus capital de la prendre coûte que coûte. Nous sommes à la fin de l'année 42 et c'est là que l'enfer Stalingrad démarre vraiment. Et en plus, pour ne rien arranger, l'hiver vient. Alors il faut savoir qu'excepté le Pacifique où les Américains subissaient les charges banzai des Japonais, Stalingrad c'est peut-être l'affrontement le plus rapproché, le plus corps à corps du conflit. Chaque mur contre lequel vous prenez appui cache peut-être un ennemi juste de l'autre côté, on se bat dans chaque quartier de la ville, on se bat rue par rue, maison par maison, de jour comme de nuit, on se bat dans les cages d'escalier, dans les caves, dans les tunnels, dans les égouts. Ce sont les seuls endroits épargnés par les bombardements et on s'en sert pour se déplacer sous la ville. Les Allemands appellent cet épisode la guerre des rats. À ce petit jeu, les soviétiques qui connaissent les lieux sont des maîtres et les Allemands se font malmener. Mais en surface aussi c'est compliqué, il faut parfois plusieurs jours pour prendre ne serait-ce qu'une seule bâtisse, c'est le cas de la maison Pavlov par exemple. Un bâtiment encore debout, d'abord contrôlé par 4 hommes, dont le sergent Pavlov, qui sont ensuite rejoints par d'autres soldats soviétiques, faisant de l'endroit un véritable bastion composé de mortiers, d'armes anti-chars, de mitrailleuses, de snipers, le tout protégé de mines et de barbelés. Une véritable forteresse qui résistera pendant près de 2 mois aux nombreuses tentatives d'assaut allemandes avant que ces derniers ne cessent finalement leurs attaques. À Stalingrad, il faut parfois perdre des centaines de vies pour prendre ne serait-ce qu'un seul bâtiment. Et quand on évoque la bataille de Stalingrad, on a forcément envie de parler aussi des tireurs d'élite. Bien qu'il y en ait du côté allemand, il y en a une quantité bien plus imposante du côté soviétique. Les snipers sont partout, dans des tranchées, dans des ruines, dans des greniers, derrière des murs. Leur objectif, abattre en priorité les servants de mitrailleuses, les observateurs d'artillerie, les officiers et évidemment les snipers adverses. Tout ce qui peut entraver un maximum le bon fonctionnement des opérations ennemies. Harcelés par tous ces tireurs, les Allemands sont sapés moralement. Il y a des fenêtres partout, on ne peut pas se défendre. Et ce n'est pas la nuit que l'on peut espérer reposer ses nerfs, puisque les soviétiques, bien conscients que les Allemands sont très tendus la nuit et tirent au moindre bruit suspect, décident de les harceler davantage en planifiant de nombreuses escarmouches nocturnes. Cela leur permet également d'éviter de subir l'aviation allemande, présente de jour. En fait, Stalingrad, c'est juste un enfer absolu pour les nerfs des combattants. La ville est un brasier, les nuages de fumée créent des zones d'ombre, et pour survivre, il faut du coup échapper aux avions, aux chars, aux obus, aux balles, bref, c'est un chaos total. Le ravitaillement ne suit pas, du coup on se sert sur le terrain, on ramasse les armes de l'adversaire, parfois même on s'empare de ses chars. Le froid et la faim sont intenses, et là où certains ne mangent qu'un biscuit par jour, d'autres se nourrissent de bouillie, cuisinée grâce aux cadavres de leurs chevaux. Et quand il n'y a plus de chevaux, il reste toujours la voie du cannibalisme. À Stalingrad, les combattants comprennent que survivre semble n'être qu'une utopie. Durant tout ce temps, les Allemands tentent des offensives raisonnées. Côté soviétique, on est sur une autre approche. Staline se fiche d'avoir des pertes, il y a beaucoup de charges frontales et la retraite est interdite. Les renforts arrivent en masse et le déferlement est impressionnant. Ils ont tellement d'effectifs qu'ils se permettent même le luxe d'abattre eux-mêmes les leurs. En effet, depuis le début de l'offensive allemande à l'été 41, les soviétiques n'ont fait que de se replier. Or, Staline l'a décrété, maintenant il n'est plus question de reculer. Pas de retraite! Pas un pas en arrière! Pas de pitié! Les déserteurs seront abattus! Feu! Aussi, les Russes battant en retraite sont exécutés. Parfois aussi, certains prisonniers soviétiques, alors délivrés des Allemands, sont en fait exécutés juste derrière par les leurs pour le simple fait justement de s'être fait capturer, ce qui est considéré comme un acte de traîtrise envers la patrie. Et ouais, se faire délivrer par les siens pour ensuite se faire exécuter dans la foulée, c'est sympa l'armée rouge. Les commissaires politiques font également le tour des hôpitaux et autres postes de secours, abattent ceux qu'ils jugent s'être auto-mutilés pour échapper au combat, et renvoient au front ceux dont les blessures ne sont pas suffisantes pour être déclarés inaptes à tenir un fusil. Quelques compagnies de fortune sont ainsi reformées à la hâte et renvoyées à la boucherie, alors que les mecs sont déjà bien amochés. Pendant qu'à l'intérieur de la ville, les divisions allemandes s'enlisent,
à l'extérieur, la défense de leur flanc est confiée aux alliés de l'Axe, à savoir des divisions italiennes, roumaines ou encore hongroises. Conscients que ces divisions sont moins expérimentées et moins bien équipées, les soviétiques préparent dans le plus grand des secrets une contre-offensive, pendant que les Allemands ont tous leur regard braqué sur Stalingrad. Le 19 novembre 1942, la contre-offensive est lancée et les Allemands sont dépassés. Ils n'ont aucune réserve capable d'arrêter les blindés soviétiques, c'est une véritable déferlante. En 4 jours, les deux fronts soviétiques font la jonction, la tenaille se referme et près de 300 000 Allemands se retrouvent encerclés. Et quand il apprend ça, eh bien Hitler, il est pas super content. Ses généraux proposent d'abandonner Stalingrad et de casser l'encerclement, mais lui refuse. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, affirme en effet pouvoir ravitailler les troupes encerclées via un pont aérien, tandis qu'au sol, Erich von Manstein affirme lui pouvoir voler à la rescousse des assiégés. Mais les soviétiques sont réorganisés et le 24 décembre 1942, coincés depuis plusieurs jours à 50 km de la ville, les fameux renforts allemands stoppent leur manœuvre. Les 300 000 qui sont eux coincés dans la ville se retrouvent abandonnés à leur sort. Courant janvier 1943, les soviétiques, dont les effectifs augmentent toujours, parfois grâce à des civils voire même des femmes, se relancent donc à l'attaque de la poche allemande, bien décidés à la réduire à néant. Finalement, le 2 février 1943, les défenseurs capitulent et plus de 90 000 Allemands sont faits prisonniers, dont Friedrich Paulus. À l'extérieur, les Allemands sont en déroute, leurs unités combattantes sont fortement touchées, ils manquent de munitions, de carburant et perdent du coup même le contrôle aérien. Stalingrad est alors sauvé. Au total, plus de 800 000 soviétiques auront perdu la vie, dont plus de 300 000 civils. Du côté de l'Axe, composé alors d'Allemands, d'Italiens, de Roumains, de Hongrois et de Croates, plus de 400 000 hommes ont péri. En tout, durant la bataille, si l'on compte les blessés, plus de 2 millions de personnes ont été touchées. Il y a également de nombreux prisonniers de chaque côté, mais sur le front de l'Est, leur traitement est absolument dramatique. Pour les Allemands, les Soviétiques ne sont que de la vermine communiste, des sous-hommes, et du coup, exécutions sommaires, déportations et mauvais traitements sont légion, même pour les officiers. Du côté soviétique, on ne se gêne pas pour rendre les coups, même si l'on préfère généralement envoyer cette jolie main-d'œuvre dans des camps de travail. Grâce à cette victoire, aux bienfaits tactiques mais aussi économiques, les soviétiques, dont les industries ont été déplacées et mises à l'abri dans l'Oural quelques mois plus tôt, commencent à reprendre des couleurs. Enfin, surtout le rouge en fait. Après une grande quantité d'échecs successifs jusqu'à l'été 1942, bien qu'aidés par l'aide anglo-américaine qui agit telle une perfusion, les soviétiques relèvent enfin la tête. Cette défaite marque le stop net de l'armée allemande. Pour ne pas se faire piéger, les troupes parties en direction du Caucase se replient même. Les champs de pétrole sont également sauvés. C'est un énorme coup dur pour les Allemands, c'est à partir de cet instant que le conflit à l'Est change complètement de tournure, les dés sont relancés et c'est désormais les soviétiques qui vont aller de l'avant et les Allemands qui vont reculer. Les rouges, désormais extrêmement nombreux et bien équipés, n'ont plus qu'un objectif en tête, se rendre à Berlin. Un but qu'ils parviendront à atteindre 2 ans plus tard. Voilà pour cet épisode sur la bataille de Stalingrad, un événement absolument majeur du conflit qui a évidemment très fortement influencé le cours de la guerre. Bien sûr, on pourrait rentrer beaucoup plus dans les détails et parler de Stalingrad pendant des heures, mais on irait totalement à l'encontre de l'esprit de la chaîne qui est de simplifier les sujets tout en y apportant des anecdotes. C'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.